Avant de critiquer les gouvernements et les médias traditionnels qui auraient poussé à censurer de plus en plus, c'est ce que dit Mark Zuckerberg. Les médias et les gouvernements traditionnels nous ont poussé à censurer de plus en plus. Un sacré changement sémantique, il faut le dire. Mais il ne s'arrête pas là, Mark Zuckerberg. Il dit qu'il allait supprimer certaines politiques de modération sur des sujets tels que l'immigration et le genre, qui se voulaient à l'origine inclusives, mais qui ont été, j'utilise toujours les paroles de Zuckerberg, qui ont été utilisées pour étoffer des opinions contraires. C'est aller trop loin. Voilà. Donc, attention, les systèmes de modération automatisés sur l'évaluation de grande gravité et tout ça, voilà, on va recontrôler les algorithmes, etc. Et il dit, et il termine là-dessus, il n'y a plus de mauvaises, il n'y aura plus de mauvaises choses sur Facebook et Instagram. La réalité, c'est un compromis. Nous allons intercepter moins de mauvais contenus, mais nous allons aussi réduire le nombre de comptes et de posts de personnes innocentes que nous supprimons par erreur. Et je rappelle d'ailleurs que Facebook avait supprimé Donald Trump en début 2021, avait supprimé la parole de Donald Trump. Et en fait, dernier mot, l'équipe de Meta, la grande équipe de Meta, déplace son équipe de sécurité et modération des contenus de Californie au Texas pour ne plus être accusé de parti pris pro-démocrate. Nous allons revenir à nos racines, etc., etc. Idriss Aberkane, bonjour. 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 Heureux de vous recevoir, comme d'habitude, ici dans cette émission. Alors, qu'est-ce que c'est? Coup de théâtre, ouvrier de la 11e heure, conversion tardive, et qu'est-ce que ça implique, à votre avis? On est sur une vraie révolution là. Ça parlait de, je citais notre président Emmanuel Macron, ça parlait d'international réactionnaire pour Elon Musk, alors que l'on sait que Facebook au contraire a participé à tout un tas de renversements de gouvernement, coups d'État, révolutions et autres. Et là en fait on a un Zuckerberg qui a parfaitement senti le vent tourner aux États-Unis, à savoir dans le sens de Donald Trump. Et c'est pas du tout une posture temporaire. En fait, d'une part, il a nommé à son conseil d'administration le patron de l'Ultimate Fighting, l'UFC, Monsieur Dana White, qui est très proche de Joe Rogan, donc le podcasteur conservateur, le podcasteur le plus suivi au monde, qui avait été censuré aussi, qui avait été harcelé par les médias. On se rappelle que quand il avait parlé de l'ivermectine, CNN avait colorié son visage pour donner l'impression qu'il était malade. Ils avaient mis un filtre pour lui donner un teint gris, pour donner l'impression qu'il était malade. Et c'est Joe Rogan, bien sûr, qui a interviewé Donald Trump, et Kamala Harris a refusé de passer chez lui. Tout à fait. Ce en disant que c'était lui qui avait refusé ce qui était faux. Donc on en revient au problème des fact-checkers qui peuvent mentir. Donc mettons les pieds dans le plat. Oui, les fact-checkers ont menti. Plusieurs fois, on a plein d'exemples de ça. En France, on se rappelle d'un certain Julien Pain qui avait dit que le pass ne serait jamais vaccinal, je cite, un verbatim avec l'argent public, ou que les myocardites se soignaient. Bon, très bien, on est ravis d'avoir l'avis d'un non-médecin et non-scientifique sur ce point particulièrement technique. Mais au-delà de ça, on a eu des cas bien plus graves. Il a été révélé tout dernièrement que tout le monde savait à Washington pour la sénilité de Joe Biden. Dès le début de son mandat, tout le monde savait. Depuis 4 ans, on le savait, c'est le Wall Street Journal qui l'a annoncé récemment. Exactement. Alors que les fact-checkers nous disaient que c'était une théorie du complot. On avait même des journalistes en France qui disaient, je cite, que Monsieur Biden était un cador. Cador. C'est un type extraordinaire du niveau d'Obama, dont je rappelle qu'il a fait plus de voix aux élections que lui. Biden a fait techniquement plus de voix que Obama aux élections. Donc les fact-checkers, disons que c'est pas parce que c'est eux qui le disent que c'est forcément faux, mais il faut tout vérifier. Il faut toujours repasser derrière eux. Il faut vérifier les vérificateurs, quoi. C'est ça. Ah oui, systématiquement. Systématiquement. Et c'est pour ça que Glenn Greenwald, qui est peut-être le plus grand journaliste vivant aujourd'hui, Glenn Greenwald, c'est le héros du journalisme qui a révélé l'affaire Snowden. Tiens, ça aussi, on nous avait dit que c'était une théorie du complot. Avant que Snowden, en 2013, ne révèle que la NSA espionnait massivement le monde entier, en contravention de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. La National Security Agency, je rappelle la NSA. Tout à fait. Tout à fait. Donc, la NSA s'immisce dans les correspondances privées du monde entier, ce qui est une violation des droits de l'homme, tout simplement. Eh bien, Glenn Greenwald a révélé ça avec Snowden. Eh bien, avant, bien sûr, on disait, les fact-checkers nous disaient que ça, c'était de la théorie du complot, mais surtout, Glenn Greenwald a dit, sur X, Twitter, il a dit, c'est très simple. Toute personne qui se décrit comme spécialiste de la désinformation est un escroc. Point. Pas de discussion. C'est le meilleur journaliste au monde qui parle. Il a dit, toute personne qui se présente comme spécialiste de la désinformation
est un escroc. Ce métier, ce job n'existe pas. Il y a journaliste, charte de Munich ou pas charte de Munich. Et il n'y a pas d'entre-deux. Soit on respecte la charte de Munich, soit on la trahit. Donc, Zuckerberg s'est rendu compte de cela. Il est en train de changer complètement son image. Il est devenu plus accessible. Il a changé même sa coupe de cheveux. Il fait beaucoup de sport. Il est devenu champion de jiu-jitsu brésilien, etc. Donc plus son intérêt pour les sports de combat. Et en fait, il a donc bien senti le vent tourner, d'autant qu'aux États-Unis, une affaire antitrust n'était pas complètement exclue. Il faut rappeler que Donald Trump a plusieurs modèles sur le plan politique. Il a donc Andrew Jackson, qui est un des premiers présidents America First. Il a Grover Cleveland, auquel il est souvent comparé, qui était le président à l'époque de l'exposition universelle de Chicago, l'équivalent de l'exposition universelle de 89, la Tour Eiffel, l'époque Tour Eiffel des États-Unis. Et il a, je voulais conclure là-dessus, il a Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt, c'est l'antitrust. C'est le président qui détruit les trusts avec la Standard Oil et qui fait appliquer le Sherman Antitrust Act de 1901. Et qui casse les trusts. Eh ben, là, ça commence à arriver. Moi, donc vous dites que les plateformes, en fait, les GAFAM, ce qu'on appelle les GAFAM, c'est un trust qui va peut-être être démantelé. C'est ça ce que vous impliquez, Idriss Aberkan? Ça commence. Certains trusts sont en train de d'être sur la sellette. Je pense à Google. Google s'est pris une décision qui va l'obliger à vendre Chrome, son navigateur Internet Chrome. Google contrôlait beaucoup trop les données des gens. Avec ce navigateur plus le reste. Et donc, Google va être obligé de faire ça. Les utilisateurs d'iPhone ont vu arriver, dernièrement, une petite mise à jour où ils doivent valider que Safari sera leur navigateur par défaut. Et pour valider ça, quand ils sont sur leur téléphone, ils doivent défiler toute la liste des navigateurs. Ça inclut Brave, ça inclut Firefox, etc., Opera. Ils doivent défiler entièrement la liste pour bien prouver qu'ils sont conscients qu'il existe d'autres navigateurs. Et ensuite mettre non, je veux rester à Safari ou pas. D'accord. Ça, c'est nouveau. Eh ben, Mark Zuckerberg sait très bien que ça pourrait lui arriver aussi si il, pardonnez-moi, décidait de jouer au con et que il a tout intérêt à se rapprocher de la politique actuelle aux États-Unis parce que sinon, il pourrait arriver malheur à sa société. Donc, je pense que c'est une posture générale. Est-ce que vous pensez que ça peut atteindre un certain nombre par exemple, plateformes comme YouTube et autres, YouTube dépendant de Google, je crois. Est-ce qu'en fait, au-delà de ce qui se passe chez tel ou tel Google ou autre, est-ce que c'est presque une théorie des dominos qui commence à ce qui se passe là, ou bien on sent déjà l'Europe un peu se rétracter en disant si X continue, eh ben écoutez, on va fermer, on va empêcher X, on va fermer les frontières, je ne sais quelles frontières, hertziennes ou satellitaires ou autres, à X et autres. Est-ce que on part vers là, Idriss Aberkan, à votre avis? L'Union européenne n'a aucune carte à jouer. Mais c'est même incroyable de voir à quel point elle est à poil en termes de poker, et elle ne s'est pas bluffée non plus. Je vous donne un exemple simple. Pendant que Macron parlait d'une conspiration internationale réactionnaire. Bon, pour Musk, hein, là on est dans le vrai dérapage conspirationniste pour le coup. Hein. Eh ben, on achetait des Starlink pour Mayotte. Mais oui, on achetait des Starlink, mais bien sûr. Donc c'est très rigolo, comme disent les Marseillais, des paroles verbales. C'est marrant. Mais bon, on achète des Starlink à Mayotte parce qu'on est à poil. Et que si on veut déployer un réseau de télécommunications, Musk, il a 40 ans d'avance. Donc il y a déjà ça. Alors c'est pareil pour l'Ukraine, bien sûr. Hein. L'Ukraine sans Starlink, c'est terminé. Et puis en Allemagne, parce que Musk a vertement critiqué Scholz. Et apparemment, en effet, les chefs d'État qui critiquent, ils ont tendance à dégager très peu de temps après. Eh bien, Musk, il a construit la plus grosse usine d'Europe, la Gigafactory Berlin. Il y a même pas de numéro 2, hein. C'est la plus grosse usine d'Europe, c'est la Gigafactory Berlin qui fabrique les Tesla en Europe. Donc il a le bouton on/off de l'économie allemande, pépère. Donc on ne peut pas comme ça dire qu'on va rentrer en bras de fer. On l'a bien vu avec Thierry Breton, encore une fois, qui avait tenté, et puis Ursula von der Leyen lui avait dit arrête tes bêtises parce qu'il a le bouton on/off de notre économie. Mark Zuckerberg, le fondateur de Meta, anciennement Facebook, semble suivre les traces d'Elon Musk en décidant de mettre fin au programme de fact-checking sur ses plateformes. Cette initiative, lancée il y a plusieurs années pour lutter contre la désinformation, reposait sur la collaboration avec des organismes tiers qui vérifiaient la véracité des informations diffusées sur Facebook et Instagram.
Cependant, cette décision suscite un large débat. Pour certains, cela reflète un choix pragmatique face aux critiques constantes de censure ou de biais idéologiques. Pour d'autres, cela risque d'ouvrir les portes à une prolifération de fausses informations, ce qui pourrait avoir des conséquences graves, notamment sur les opinions publiques, les élections ou les crises sanitaires. Cette décision s'inscrit dans une tendance observée chez Elon Musk, propriétaire de X, anciennement Twitter, qui a réduit considérablement les efforts de modération sur sa plateforme. Les deux géants semblent converger vers une approche plus libérale, en mettant en avant la liberté d'expression plutôt que la régulation des contenus. Idriss Aberkan, essayiste et penseur critique, souligne souvent les contradictions de ces choix. Il rappelle que la suppression des programmes de fact-checking pourrait bien refléter un changement d'époque. Les géants du numérique semblent vouloir s'éloigner des responsabilités qu'ils avaient acceptées, en partie sous la pression des gouvernements et de la société civile. Aberkan note également que la lutte contre la désinformation est devenue un sujet complexe et controversé, car elle touche aux notions de vérité et de contrôle de l'information. En supprimant ce programme, Meta semble dire que ce n'est pas à elle de jouer le rôle d'arbitre de la vérité. Cette décision pourrait cependant être vue comme un désengagement dangereux. En effet, sans fact-checking, les algorithmes de recommandation, qui favorisent souvent les contenus polarisants et sensationnalistes, risquent de pousser encore davantage les utilisateurs vers des bulles de désinformation. Certains experts craignent que cela ne mène à une montée des discours de haine, des théories complotistes ou de la manipulation de masse. Pour Meta, ce choix pourrait aussi être motivé par des raisons financières. Les partenariats avec des fact-checkers coûtent cher et ralentissent parfois le fonctionnement de la plateforme. Mais cette stratégie pourrait à terme affecter la confiance des utilisateurs et par conséquent l'image de l'entreprise. En conclusion, la fin du programme de fact-checking par Meta, bien qu'elle s'aligne avec une vision plus libertaire de l'Internet, soulève de nombreuses questions sur les responsabilités des plateformes dans la gestion de l'information. À l'heure où les réseaux sociaux jouent un rôle central dans la diffusion des idées, ce tournant pourrait redéfinir le paysage numérique, pour le meilleur ou pour le pire.